Bienvenue à ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de 3 fausses croyances que les gens associent à leur difficulté à perdre du gras. Donc, si tu es justement quelqu'un qui en ce moment sent que c'est difficile de perdre du gras, peut-être que ce podcast est pertinent pour toi justement pour voir si tu es sur la bonne ligne. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Donc, première phrase qu'on a tendance à entendre de plusieurs façons, c'est mettons, moi, je peux pas perdre du poids parce que ma famille est en surpoids. Ou moi, je peux pas perdre du poids parce que je suis ectomorphe ou endomorphe. Tu sais, ce genre de choses-là. Par où commencer? Je pense que ce qui est important de mentionner, puis dans tous ces points-là, ça va faire beaucoup référence au métabolisme, c'est qu'en tant que tel, il n'y a pas nécessairement un type de body type qui fait en sorte que tu ne peux pas perdre de poids. Ce que je veux mentionner avec le endomorphe, ectomorphe, ce genre d'affaires-là, c'est que c'était une étude en psychologie. Donc, dans le fond, c'était une étude qui a été démentie, on va vraiment juste partir de ça, qui, en fait, associait un type de personnalité avec un body type. Mais c'est totalement désuet, ça a été démenti depuis super longtemps, mais le fitness ont pris les fonctions de body type qu'il y avait dans cette étude-là pour les associer au fitness. Mais en tant que tel, c'était faux en psychologie, puis c'était encore plus faux au fitness. Fait que, je veux dire, t'as pas un body type. Par contre, ça se peut que si ta famille soit une famille en surpoids, tu as été élevé à manger plus. Si on prend Simon et moi, je pense en exemple, qui sont peut-être deux extrêmes, ou peut-être pas extrêmes, mais qui sont totalement différents. Moi, je viens dans une famille où manger, c'est comme tu manges le plus possible. S'il reste quelque chose, il faut que tu le finisses. Puis c'est une famille peut-être un petit peu plus de surpoids et de moins d'exercice physique, disons-le comme ça. Donc moi, pour moi, manger, je pourrais faire ça à l'infini. Donc pendant longtemps, j'étais comme, moi, je suis pas quelqu'un qui peut être lean. Moi, je suis plus quelqu'un qui prend de la masse rapidement. Je suis plus quelqu'un qui prend du gras rapidement. Mais concrètement, quelqu'un qui prend de la masse et qui prend du gras rapidement, c'est quelqu'un qui est plus souvent en surplus calorique. C'est la seule distinction à faire. Donc, je sais que pour certaines personnes, c'est difficile. C'est vraiment difficile pour certaines personnes, mais en tant que tel, comment tu as été élevé, ta relation avec la nourriture, quelqu'un qui a toujours faim, qui a toujours envie de manger, vs quelqu'un qui a de la misère à déjeuner, qui dîne une fois sur deux, puis que des fois, il soupe, ben, tu as l'impression que cette personne-là prend du gras à rien parce que le souper, elle a tendance à prendre une poutine. Mais si c'est la seule chose qu'elle a mangée dans une journée, tu finis par manger plus que cette personne-là aussi. Donc, ce qu'il faut prendre en considération dans cette croyance-là, c'est que c'est très limitant. C'est de s'associer à un body type et de dire, ben moi, je peux pas parce que je suis ce body type-là. De un, c'est ça, c'est totalement faux. Puis, à la fin de la journée, c'est vraiment une question de calories. Exactement. Ça reste quand même une question de calories qui sont qui sont ingérées, puis par rapport aux calories qui sont dépensées. Puis, dans le fond, on est beaucoup influencé par notre environnement aussi. Puis, veut pas, il y a des choses qu'on a intégrées en grandissant, en évoluant, qui fait que justement, on peut avoir des affects différents par rapport à certaines choses. Puis, les deux principaux dans un contexte justement de perte de gras, c'est quoi mon affect par rapport à la nutrition, par rapport à l'alimentation, puis c'est quoi mon affect par rapport à l'exercice physique. Fait que si on prend un peu en parallèle, mettons, la famille à Jérémy puis ma famille. Moi, je viens d'une famille à la base où est-ce que la nutrition, c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant d'une certaine manière. J'avais des parents qui mangeaient 2 repas par jour, le déjeuner, c'était pas important. Donc, je viens un peu de ce milieu-là et je viens aussi d'un milieu où est-ce que c'était quand même beaucoup plus axé sur le travail. Fait que par exemple, mon père, lui, s'il voulait être performant au travail, ben, il s'assurait de pas dîner justement parce qu'il trouvait que ça le rendait lourd, etc. Tandis que pour une autre personne, ça pourrait être, ben justement, moi je prends ma pause pour dîner, c'est important. Et il y a aussi une question d'appréciation. Parfois, mettons, moi dans ma famille, c'était pas des soupers de famille où est-ce que c'était, on veut partager un repas qui était super bon, partager une expérience de nourriture. Nous, tout le monde mangeait de chacun de son bord, puis on mangeait tout à des rythmes qui étaient différents. Par contre, pour certaines personnes, dans comment ils ont été élevés, ben, la nourriture, ça donne une place centrale. C'est une activité. C'est une activité, justement. Préparer de la bonne nourriture qui est goûteuse, ça fait partie d'une activité qui est familiale. Donc, on peut être influencé, tout ça pour dire qu'on peut être influencé par notre environnement dans lequel on a grandi. Et ça crée des défis supplémentaires, naturellement. Par contre, c'est pas une question nécessairement de génétique comme facteur limitant. Et j'amène ça aussi dans la perspective où est-ce qu'on a tous une relation différente aussi avec la faim, par exemple.
Dans ma famille, avoir faim, c'était pas une urgence. C'était normal. Ah, t'as-tu faim? Si tu veux, j'ai des légumes de près. Par contre, il y en a que c'est ah, t'as faim? Ben écoute, j'ai préparé une belle tarte pour toi, puis etc. Fait qu'on a tous un peu des enjeux différents par rapport à nos habitudes de consommation et par rapport à justement notre relation avec la faim, puis les croyances qui sont liées derrière ça. Mais c'est aussi la même chose au niveau de l'activité physique. On vient tous d'endroits différents. Mhm. Puis je pense que ce qui est important aussi de mentionner dans ce contexte-là, c'est que c'est une question de métabolisme. C'est quelque chose qu'on va revenir quand même plus tard, mais chaque personne, avec sa grandeur, son poids, l'activité physique qu'il fait dans une journée, va avoir un certain nombre de calories que son corps va avoir besoin pour rester en vie, pour ne pas avoir besoin d'aller puiser dans les réserves. Puis des fois, on se dit, ben écoute, moi, en tant que tel, cette personne-là a un plus haut métabolisme que moi. Puis là, tu regardes, toi, tu es 6 pieds 8, 280 livres, puis tu dis que la personne de 5 pieds 5 a un plus gros métabolisme que toi. Potentiellement que non. Il y a des bonnes chances que non, étant donné que, veux pas, tu as un plus gros corps, tu as un plus gros physique, tu as plus de besoins. Ça, c'est sûr à 100%. Sauf qu'on a l'impression, des fois, puis c'est souvent ça, c'est une question d'impression. Ah, cette personne-là mange tellement, puis moi, je regarde une pizza, puis je prends du poids. Mais c'est tout simplement que probablement que cette personne-là est plus imposante que toi, elle a plus de besoins que toi, elle bouge plus que toi. Fait que c'est plus une question de qu'est-ce qui est dépensé, puis c'est quoi les besoins, puis qu'est-ce qui est dépensé dans une journée que je suis comme ça et ma famille est comme ça et voilà ce qu'il y en est. Ouais. Pour décrire un peu plus le métabolisme, souvent dans le langage commun, on va décrire le métabolisme comme étant comme toute la dépense en énergie qu'on a. Fait que mon métabolisme, il devrait être similaire au tien. Par contre, le métabolisme qui est souvent similaire d'une personne à l'autre, c'est le métabolisme de repos. Fait que ça, c'est vraiment le métabolisme là, que si je suis couché à rien faire, ben c'est ce qu'il faut pour mon corps pour exister dans l'univers. Là. Similaire d'une personne à l'autre que même poids, même oui, taille. Oui, c'est ça. Je m'en venais justement là-dessus. Fait que c'est similaire d'une personne qui aurait la même taille, le même âge, puis la même quantité de masse musculaire, en fait, de tissu en général. Fait qu'il serait quand même similaire d'une personne à l'autre. Les variations, là, c'est plus ou moins 100 calories. Là. Fait qu'on s'entend, c'est quand même assez similaire. Par contre, d'une personne à l'autre, on a des niveaux d'activité physique qui sont vraiment différents, qui peuvent avoir un impact. Mais je vais retourner à la composition du métabolisme. Fait que le métabolisme, c'est le total des réactions chimiques pour créer de l'énergie. Fait que, généralement, on fait référence au métabolisme comme étant mesurable par les calories. On a le métabolisme de repos qui fait généralement environ 60% de notre dépense énergétique quotidienne. Par la suite, par-dessus, on va avoir ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Fait que ça, c'est combien de calories, d'énergie, en fait, ça me demande pour digérer les aliments que je mange. Donc, on s'entend que plus je mange d'aliments, plus cette dépense en énergie va être élevée, puis moins je mange d'aliments, moins elle va être élevée. Par la suite, on a la dépense en énergie liée à l'activité physique. Fait que ça, c'est moi qui bouge, moi qui fais du sport, moi qui est volontaire. Fait du sport ou du mouvement qui est volontaire. Et par la suite, on a quand même une bonne tranche qu'on a tendance à sous-estimer, qui est la dépense en énergie liée à l'activité physique non volontaire. Fait que, comme par exemple, le fait de faire comme Jay en ce moment, puis là, vous le voyez pas, mais il est en train de bouger ses pieds de manière frénétique, ses jambes de manière frénétique, par exemple. Bien ça, veut pas, ça demande de l'énergie. Donc, c'est cette tranche-là d'environ 40% qui peut varier énormément d'un individu à l'autre. Et un bon exemple, c'est que, mettons, moi j'ai tendance à faire mon travail beaucoup plus assis que Jérémy. Jérémy, lui, à genre midi, il peut quasiment avoir fait 10 000 pas dans sa journée parce qu'il est actif. Puis moi, bien, vu que j'ai fait beaucoup de bureaux, par exemple, j'ai fait un peu de gestion, bien là, j'étais assis puis je suis comme, hey, j'étais à 2000 pas. Fait que veux pas, ça a un impact sur ma dépense en énergie, mais il n'est pas marqué sur mon front que j'ai fait 2000 pas, puis il n'est pas marqué sur ton front que tu as fait 10 000 pas. Fait que quand souvent les gens ils disent « Hey, mais moi je mange comme moins que l'autre personne, puis l'autre personne n'a pas l'air de prendre du poids, puis moi j'en prends à regarder une barre de chocolat », ben en réalité, c'est parce que c'est juste une facette de l'alimentation puis de la dépense en énergie qu'on associe à justement nos progrès. Tandis que ça se peut que l'autre personne elle mange plus, mais elle bouge plus aussi. Ça a l'air super anodin, puis ce l'est, mais c'est l'exemple parfait en ce moment, puis la majorité des gens, vous n'auriez pas un visuel sur moi et Simon en ce moment, mais techniquement, ça a l'air de rien que je dépense pas beaucoup d'énergie. En ce moment, je bouge mes jambes, je bouge toujours mes jambes. Le point, c'est que moi, j'ai le H dans le TDAH, j'ai le H, fait que je peux pas vraiment pas bouger. Puis mettons, je vais écouter la télé, dans un épisode, il va falloir que je me lève, il va falloir que je bouge, il va falloir que je marche. Puis le point, c'est que ça pourrait vraiment devenir frustrant à ce moment-là pour quelqu'un comme Simon qui est comme « Ah, mais pourtant, on est la même taille, le même poids, ce genre d'affaires-là. Puis lui, il peut manger plus. Pourquoi? C'est parce que moi, dans ma famille... » Non!
Tu m'as-tu vu? Tu m'as-tu vu bouger continuellement? J'ai besoin de bouger, je ressens ce besoin de toujours être actif, ce qui fait en sorte que, veux pas, je brûle plus de calories. Mais mettons concrètement ce que je fais en ce moment, puis là, même si j'essaie d'arrêter, je suis pas capable, là, si ce que je fais en ce moment, ça brûle pas énormément de calories, mais imagine je fais ça pendant 12 heures, parce que honnêtement, je fais ça pendant 12 heures, là, c'est assez fou, là. Fait que le point, c'est que c'est sûr que je vais brûler plus de calories à ce moment-là, dans cette situation-là. Tu sais, si on garde cette situation-là, mettons. Fait que bref. Fait que pour revenir justement à l'aspect du métabolisme, c'est que souvent on pense quand on en parle dans le langage commun, on va juste faire référence qu'on a tout le même métabolisme de repos, mais que l'autre personne justement devrait vivre la même chose avec la même quantité de calories, mais c'est pas nécessairement la réalité parce que justement sa dépense en énergie totale peut varier, puis c'est vraiment pas marqué sur notre front la quantité d'énergie qu'on dépense. Ce qui amène souvent un autre point de confusion qui est les gens qui disent justement puis c'est vraiment par rapport au métabolisme aussi, c'est pour ça que je l'amène, c'est qu'ils ne perdent pas de poids parce que... Je m'en souviens plus. Comment tu veux faire ça? Veux-tu dire ce qui amène à un point? Oui, on va refaire le prochain point. C'est bon. Ce qui amène justement à un point qui est super intéressant, qui est notre deuxième point, qui est aussi en lien avec le métabolisme, puis c'est pour ça qu'on essaie de le mettre en deuxième point, c'est les gens qui vont dire, écoute, moi, je mange tellement pas assez que mon corps m'empêche de perdre du poids. Donc souvent, c'est comme moi, je mange 1000 calories, mais comme je suis tellement bas dans mes calories, ben mon corps, concrètement, va m'empêcher de perdre du poids parce qu'il veut garder mon gras. Puis ça, c'est souvent une misconception que les gens aiment se dire parce que c'est plus rassurant, évidemment, de se dire ça. Ah, c'est juste parce que je mange pas assez, fait que je devrais peut-être manger plus. Mais le point, c'est que si on a pris en considération que le métabolisme, c'est ce que ton corps a besoin comme énergie dans une journée pour maintenir ton corps en vie. Okay, avec l'exercice physique que tu fais et tout le kit, ben ton corps, si tu lui donnes 1000 calories, il ne va pas par magie plus avoir besoin de 2000 calories, par exemple. Donc, il n'aura pas le choix d'aller trouver dans tes réserves pour avoir des calories en énergie. Et donc, il va aller puiser dans tes réserves pour aller chercher les calories ou l'énergie que lui a besoin. Donc, concrètement, c'est faux de dire que tu manges 1000 calories et donc c'est pour ça que tu ne perds pas du gras. Techniquement, si tu mangeais vraiment 1000 calories, tu perdrais du gras. Cependant, un point super intéressant avec notre ami le métabolisme, c'est que moins tu y en donnes, moins il a envie de t'en donner, si je peux dire ça comme ça. Puis, est-ce que ça explique le fait que les gens à 1000 calories ne perdent pas de poids? Non, c'est probablement que les gens ne sont pas réellement à 1000 calories. Mais concrètement, moins que tu donnes d'énergie à ton corps, moins il va être enclin à dépenser de l'énergie. Puis ça, c'est quelque chose de super intéressant parce qu'on le dit dans le métabolisme, il y a aussi l'exercice qui s'ajoute. Concrètement, on va prendre moi comme exemple qui bouge répétitivement mes jambes. Je pense que ça va être un bon exemple. Si je donne 1000 calories de façon répétée à mon corps, probablement que ça, c'est une activité que mon corps va me faire cesser de faire parce que je n'ai pas assez de calories. Il est comme crime, je dois préserver le plus que je peux parce que le but, évidemment, de ton corps, c'est survivre. Ça va toujours être ça. C'est bien fait comme ça dans certains contextes. Fait que, il va m'empêcher de bouger, il va me faire arrêter de bouger. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important, c'est les activités de la vie quotidienne que les gens ne prennent pas en considération, qui contribuent énormément de dépenses caloriques dans ta journée. Donc, si ton corps, tu manges tellement pas beaucoup de calories que ton corps décide de te faire bouger amplement moins, évidemment, ton métabolisme va s'adapter et donc tu vas avoir besoin de moins de calories. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme ton métabolisme va être plus bas pendant cette période-là, parce que c'est adaptatif, là, ben, si tu manges plus, tu vas être plus facilement en surplus calorique et donc tu peux plus facilement prendre du gras. Bref. Mais le point, puis ça va diminuer ton déficit. Mais le point en tant que tel, c'est que souvent, les gens qui sont à 1000 calories, ils ne mangent pas vraiment 1000 calories. Exactement. Puis, ce qui arrive, en fait, si quelqu'un venait me voir et me disait « Hey, je mange 1000 calories à tous les jours », moi, ma question, ce serait toujours « Comment est-ce que tu l'estimes? » Parce que c'est vraiment ça, de prime abord. Puis, je tiens à dire que j'ai choisi le mot « estimer » avec précision parce qu'on ne mesure pas ça. Pour mesurer la quantité de calories, il faudrait qu'on ait des outils technologiques là, vraiment beaucoup trop complexes et beaucoup trop coûteux pour le faire. Fait que tout ce qu'on fait au quotidien, c'est estimer la quantité de calories qu'on mange. Et honnêtement, si quelqu'un n'est pas capable de me montrer qu'il compte toutes ses calories à la perfection, qu'il traque ses aliments pesés au gramme près, etc., mais c'est difficile de tirer des conclusions. Et j'ai rarement vu quelqu'un... En fait, je pense que je n'ai pas vu quelqu'un venir me dire qu'il mangeait 1000 calories puis qu'il n'arrivait pas à perdre du gras et qu'il comptait ses calories de manière adéquate. J'en ai pas encore vu. Et souvent, ce que j'aime dire, puis c'est vraiment un parallèle que vous avez probablement entendu souvent, c'est que notre mémoire est à court terme. Si je vous pose la question « Qu'est-ce que vous avez mangé il y a 3 jours? » il y a des fortes chances que tu t'en souviennes pas.
Puis j'ai fait l'expérience tout à fait cette semaine avec 2 clients différents, là. Ils ne s'en souvenaient pas. Donc, si on n'a pas vraiment la capacité de récolter des données, bien, c'est difficile de tirer des conclusions, puis ça peut justement nous rassurer de dire « Ah, mais c'est le métabolisme le problème ». Et souvent, moi je vous dis, je ne dis pas ça parce que vous devez absolument compter vos calories dans ce contexte-là. Par contre, si vous êtes dans une situation où est-ce que vous vivez des frustrations puis vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, bien, c'est peut-être le temps d'observer et d'analyser d'autres possibilités de stratégies qui seraient possibles de mettre en place. Mais pour revenir avec justement les fausses croyances, c'est pas parce que tu manges moins que ton corps décide de garder ton gras. C'est vraiment pas le cas. Il y aura des adaptations au niveau de la dépense en énergie qui pourraient être réduites parce que tu donnes moins d'énergie. Par contre, le plus souvent là, qui arrive, c'est que malheureusement, on sous-estime la quantité de calories qui est consommée, ce qui fait que le résultat est le même. Tu ne vois pas de progression au niveau de la perte de gras. Puis ce qu'on veut mentionner aussi, c'est que le 1000 calories, c'est souvent juste une façon d'imager très très peu de calories. Ouais. Pour un homme moyen, on s'entend, mais c'est sûr que si en ce moment, tu es une femme de 4 pieds 11, 100 livres qui écoute, ben 1000 calories, ça se peut que ça ait du sens. Puis c'est à ce point-là que ça varie. Tu sais, tu compares même moi à 5 pieds 5, 150 livres avec un homme de 6 pieds 8, 280 livres, ben je veux dire, les besoins sont vraiment, vraiment différents, puis c'est normal. Fait que tu sais, le 1000 calories peut être dans certains contextes correct aussi, là, mais on parle vraiment pour quelqu'un qui serait en énorme déficit non nécessaire. Si Exactement. Ouais. Ce qui, on parle de métabolisme puis tout le kit, puis je pense que ça nous amène au point 3 qui est quand même aussi en lien avec le métabolisme. Je pense que c'est un sujet très, très, très incompris, mais c'est les gens qui disent avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Je suis trop vieux pour perdre du gras. Ou je suis plus capable maintenant de perdre du gras parce que j'ai vieilli. Ou mon métabolisme a diminué parce que je suis rendu plus vieux. Ou j'arrive pas à atteindre la shape que j'avais à 30 ans parce que maintenant j'ai 40 ans. Tu sais, fait que qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce que t'en penses? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le métabolisme de base a des variations. Puis là, je vais vous dire vraiment en valeur générale. À partir de 60 ans, on a une diminution de notre métabolisme d'environ 3% par décennie. Fait que si je prends l'exemple d'une personne qui a 60 ans, que son métabolisme de base, ce serait normalement, là, quand il avait 50 ans, 2000 calories. Puis là, bam, il est rendu à 60 ans, ben il y a des fortes chances que maintenant, si on fait une diminution de 3%, il est rendu à 1940 calories pour son métabolisme de base. Donc, ce n'est pas très significatif et c'est faux de dire que c'est à cause que mon métabolisme est rendu lent avec l'âge que là, je n'arrive plus à perdre du gras, à avoir la shape que j'avais avant. Puis on s'entend, Jay il parlait de 30-40 ans, puis là, moi, je vous dis que c'est à partir de 60 ans qu'on a ce déclin-là. Donc, c'est faux de dire que c'est à cause du métabolisme qui vieillit. Et ce que j'aime ajouter, c'est que la majorité de la réduction du métabolisme lié à l'âge, c'est une bonne partie liée à la perte de la masse musculaire. Donc, il y aurait une manière justement de prévenir la perte de masse musculaire et la réduction de notre dépense en énergie liée au métabolisme de repos. Il y aurait vraiment cette capacité-là. Puis prends quelqu'un de sédentaire à 40 ans qui commence à s'entraîner, puis 10 ans après, il a 50 ans, puis il est rendu avec beaucoup plus de masse musculaire qu'il avait, puis son métabolisme est même plus haut qu'il était à 40 ans. Donc, c'est vraiment une question de choix. Puis c'est ça qui est super intéressant là-dedans, c'est que plus qu'on vieillit, plus qu'on tombe dans les habitudes, plus qu'on tombe dans le travail, plus qu'on a une famille. C'est sûr qu'on a des responsabilités différentes. Et donc, l'exercice physique, l'alimentation, c'est des choses qui sont moins une préoccupation. Donc, c'est surtout ça qui finit par s'accumuler. Veux pas, quand t'as 18 ans, t'as juste ton corps à t'occuper, puis t'es comme, je veux être beau pour impressionner les filles ou les gars. C'est correct, parce que comme t'as juste ça à faire, c'est ta seule priorité, ça, puis étudier. Mais une fois que t'es rendu adulte, il y a plein d'autres affaires. Ça devient plus stressant, t'as des comptes à payer. Fait que c'est dur de garder ça en tête, mais souvent, c'est ça qui fait que, de façon compilée sur, évidemment, plusieurs années, ben ça se peut que ton métabolisme diminue parce que tes activités physiques ont diminué, tout simplement. Donc, est-ce que c'est à cause du métabolisme? Non. Le métabolisme, il réagit, il s'adapte en fonction de ce que toi, tu lui donnes. Donc, je ne veux pas dire que c'est ta faute, mais le point, c'est dû au fait que tu te fais de moins en moins, puis peut-être que tu manges de plus en plus aussi. Puis justement, la nature du travail a un impact au cours de la vie. Parce que ça se peut que, je te donne un exemple, tu étais enseignant, par exemple.
au primaire pendant 10 ans de ta vie, pendant que tu avais 20 à 30 ans, fait que tu bougeais, tu étais plus actif, ça, tu allais dans les classes, mais qu'après, tu décides de faire une réorientation de carrière. Maintenant, tu travailles dans la technologie, puis tu es assis dans ton bureau pendant 8 heures de temps dans ta journée de travail. Mais ta dépense en énergie liée à l'activité physique ne sera pas la même. J'ai envie aussi de parler de recommandations par rapport à l'activité physique en fonction des tranches d'âge. Malheureusement, je viens juste d'y penser, donc je n'ai pas les vraies données, mais quand on est plus jeune, on a tendance à rentrer mieux dans les... Quand on a moins de 18 ans, on rentre, la majorité des jeunes atteignent les recommandations minimales en activité physique. Par contre, plus on avance dans l'âge, la plus grande majorité n'atteignent même pas les recommandations minimales d'activité physique. Donc, on voit que ça a quand même un impact au niveau... En fait, c'est pas l'âge qui a un impact, c'est les responsabilités, les priorités, la gestion du temps qui ont un impact, puis qui fait que justement, on a moins de dépenses en énergie. Et qui dit moins de dépenses en énergie, si tu as moins de dépenses en énergie et que tu manges la même chose que quand tu avais 20 ans, bien naturellement, ça se peut que tu sois en surplus dans cette période-là. Mm-hmm. Donc ça amène souvent aux commentaires aussi qu'on reçoit, c'est « Ah, je pouvais faire ça quand j'avais 20 ans, je pouvais manger comme ça quand j'avais 20 ans, mais plus maintenant à 30 ou à 40. » Mais c'est parce que tu bougeais plus. C'est vraiment juste ça. Puis on l'a vu avec la quarantaine, donc ça fait le même principe avec, mettons, rentrer sur le marché du travail. Puis je m'explique. Tu t'en vas à l'université à chaque jour. Puis moi, quand je m'en allais à l'université à chaque jour, j'avais environ 15 000 à 20 000 pas parce que tu prends le métro, tu marches vers l'université, tu marches dans les couloirs, tu marches tout le temps. Mais là, tu finis, puis tu as gradué ton bac en comptabilité, puis là, tu es rendu comptable, puis tu es assis. Fait que le 20 000 pas que tu faisais à chaque jour, c'est rendu que tu fais 2 000 si tu es chanceux, tu comprends? Fait que ça paraît. Puis pourquoi j'ai fait le lien avec évidemment la quarantaine ou le COVID, toute l'équipe, c'est parce qu'on est tous devenus en ligne. Comme on est tous devenus en ligne, tout le monde a subi une certaine diminution de sa dépense en énergie et donc on a continué à manger comme on mangeait puis on a tous pris un petit peu de poids ou presque, tu sais. Fait que ça explique quand même ce qu'on est en train de mentionner en ce moment. Exactement. Fait que le but un peu de cet épisode-là, c'était de vous montrer souvent qu'on a tendance à accorder beaucoup d'importance au métabolisme en tant que tel, mais le métabolisme, c'est quelque chose qui se régule tout seul. Il n'y a pas besoin de notre volonté ou de ce qu'on fait. Et souvent, lorsqu'on veut se rassurer, puis on se dit, moi j'ai un métabolisme lent, moi je suis quelqu'un qui est endomorphe, donc c'est plus difficile, ça nous détache un peu des actions qu'on est censé faire. Fait que moi, le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de vraiment vous concentrer sur les actions que vous pouvez faire et comment est-ce que vous pouvez les faire mieux. Et souvent, ça veut dire que parfois, juste réduire les portions, ce n'est pas suffisant. Il faut aller chercher un peu plus de connaissances par rapport à ça. Ça peut être consulter des professionnels ou ça peut être de « Hey, je suis curieux, je veux apprendre un peu c'est quoi les calories dans les aliments, fait que je vais avoir une petite application pour m'aider, par exemple. » Ou « Hey, j'ai envie de savoir c'est quoi mon niveau d'activité physique au quotidien. Je pourrais avoir mon téléphone ou une montre intelligente ou une bague intelligente puis mesurer ma quantité de pas, par exemple. » Pour justement voir les actions puis les impacts que ça peut avoir. Et ça nous détourne un peu de se fier à des choses qu'on a moins le contrôle. Puis j'ai tendance à faire ça, en fait, aussi avec tous nos nouveaux membres chez Kinvolve. Je donne un premier atelier, justement, sur les calories et j'ai tendance à dire, à présenter c'est quoi les facteurs qu'on contrôle puis les facteurs qu'on ne contrôle pas. Et dans les facteurs qu'on ne contrôle pas, on a justement l'âge, le sexe et le métabolisme. Ça ne sert à rien d'investir beaucoup d'énergie. On entend ça souvent. Quel supplément pourrait me booster mon métabolisme, etc. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'actions qu'on peut faire par rapport à ça. Ça va être autorégulé. Donc, on doit faire des actions qui vont nous aider à créer soit un déficit, soit augmenter la dépense en énergie dans un objectif de perte de gras, bien entendu. Puis avant qu'on finisse, ce que je veux mentionner aussi, c'est qu'on parle vraiment pour les gens qui n'ont pas de problème métabolique. Parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs problématiques, soit des médicaments qui peuvent augmenter la faim, des médicaments qui peuvent diminuer le métabolisme ou des conditions quelconques qui peuvent faire en sorte que oui, ton métabolisme est plus bas. Puis là, ça devient quand même très difficile de manger parce que tu as quand même faim, mais tu dépenses moins, fait que ça se peut qu'il y ait une prise de poids. C'est pas nécessairement ces gens-là qu'on visait aujourd'hui. Ça, c'est des conditions qui sont quand même plus précises et qui peuvent devenir plus difficiles. Puis ça existe vraiment. Sauf qu'il ne faut pas non plus, si tu n'as pas cette condition-là, te cacher derrière ça. Il y en a qui l'ont vraiment puis que ça rend ça difficile, mais je voulais juste mentionner que ce n'était pas nécessairement de ces gens-là qu'on parlait aujourd'hui. Exactement. Puis souvent aussi, souvent ces personnes-là, on va avoir tendance à dire « Ah, les calories in, calories out, ça ne fonctionne pas. » Mais c'est juste que dans le fond, par rapport à leurs conditions, ça va impacter justement d'une certaine manière soit l'absorption de nutriments, soit justement la métabolisation de l'énergie. Mais le concept de calories in et calories out demeure quand même en vigueur. Fait que c'est toujours une question d'équilibre énergétique tout
le même. C'est juste que malheureusement, ça se peut qu'il faut consulter un médecin pour justement voir son équilibre au niveau des glandes thyroïdiennes, par exemple, etc. Fait que ça, c'est vraiment plus avec des professionnels de la santé, des endocrinologues, des endocrinologues, pardon, ou des médecins que vous allez pouvoir discuter de ces enjeux-là. Puis honnêtement, je vous invite souvent parfois à poser la question parce que justement, c'est pas nécessairement un réflexe d'évaluer c'est quoi l'état de nos glandes, etc. Fait que parlez-en à votre médecin si vous vous sentez concerné par ça. Sur ce, je pense que ça fait le tour sur les fausses croyances qu'on peut avoir par rapport au métabolisme plus précisément, qui pourraient être des facteurs limitants pour nous dans un contexte de perte de gras. Si vous avez des questions par rapport à ça ou des points que vous avez peut-être un peu moins compris, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait plaisir de vous répondre. Vous pouvez écrire directement à Coach J sur coachj.knvl ou à moi-même à coachsim.knvl. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine.